Ce podcast vous est offert par BMW. Découvrez le futur de la conduite avec la nouvelle BMW iX3. Alors, ce budget fédéral, une bonne nouvelle ou une catastrophe ? Salut Baptiste. Bonjour Olivier. Alors, une semaine qui a été fort chargée, qui a un peu éclipsé d'ailleurs les journées de grève, même si on en a parlé aussi, ouais. mais c'est vrai que cet accord budgétaire un peu surprise qui est arrivé lundi a fait couler beaucoup d'encre, à juste titre sans doute, parce que ça fait mal quand même, hein, ça fait mal à beaucoup d'égards. Alors on économise 9,2 milliards sur une base pluriannuelle, mais ça se rajoute aux efforts qui avaient déjà été faits, donc on commence à toucher l'os quand même. Bardouever n'a pas été très guilleret, hein, il était plutôt solennel en disant que le portefeuille de tout le monde sera touché. On parle de 60% de dépenses économisées, de 40% de recettes nouvelles, je ne me trompe pas, avec des choses dont on a déjà parlé, un index plafonné, une TVA augmentée à géométrie variable, des taxes quand même, hein, contrairement à ce que le MR voulait. Donc les temps sont durs pour tout le monde, mais selon toi, qui est principalement visé dans ce budget ? D'abord, c'est sans doute la trame, hein, c'est que tout le monde est touché et tout le monde commence à se rendre compte que l'effort budgétaire, ça nous concerne tous. Hein, et voilà, après, Boucher, je sais qu'il relativise un peu, il dit que si on prend les trois accords, c'est-à-dire l'accord de gouvernement, l'accord d'été et maintenant l'accord d'automne, on est plutôt à 20% de nouvelles recettes, mais on oscillerait plutôt un tiers de nouvelles recettes. Donc tu as parlé la TVA, bien sûr, avec les taxes. Il y a cette indexation plafonnée qui est à 4 000 € brut. 4 000 € brut, c'est le salaire médian. Donc ça veut dire que la moitié des Belges gagnent plus, l'autre moitié gagne moins. C'est pas des hauts revenus, quoi. C'est pas des hauts revenus. Il avait été question d'un plafond un peu plus haut, notamment de Yvan Verhofstadt, mais voilà, il fallait bien trouver de l'argent effectivement quelque part. C'est le moyen le plus simple. Et donc on en vient à ce point, c'est que c'est la classe moyenne et la classe moyenne, on va dire supérieure, qui trinque. Pourquoi ? Parce que c'est là que sont les plus grandes masses monétaires. Et c'est comme ça que c'est le plus efficace. On touche à la TVA, hop, on sait que autant va revenir dans les caisses de l'État. Même chose pour les revenus. Alors, oui, il y a la taxe sur les comptes titres qui est doublée. Et donc là, c'est les comptes titres, je ne vais pas être trop technique, mais c'est pour 1 million d'euros. Donc on peut se dire que c'est des épaules quand même déjà confortables. Mais ce ne sont pas non plus les très larges épaules. Hein. Bruno Coleman me faisait remarquer qu'en fait, cette taxe sur les comptes titres vise donc les comptes titres, les actions qui sont liées aux banques, enfin sur un compte titre, aux banques, mais ce ne sont pas les actions, on va dire, nominatives, hein, c'est vraiment le capitalisme de contrôle des grandes familles qui gardent des parts dans certaines sociétés. Et ils ne sont pas affectés par cette taxe. Même chose, il y avait le même débat sur la taxe des plus-values. En fait, ces familles-là, très riches, ne vendent pas leurs actions. Ils se la transmettent de génération en génération et profitent de ces actions pour... ils profitent des dividendes en fait sur ces actions. Alors voilà, ils construisent des sociétés, ils participent à l'économie, bien sûr, mais il faut constater que, oui, indexation plafonnée, TVA... taxe des plus-values dans un autre temps, on est quand même sur la classe moyenne, hein, quoi qu'on en dise, hein, de l'investisseur, du bon père de famille. Et ici, doublement de taxe sur les comptes titres, oui, épaule large, mais pas très large. Ça me fait penser à plusieurs réactions que j'ai eues cette semaine dans les milieux entrepreneuriaux. Et c'est vrai que là, on sent qu'il y a... malgré tout, contrairement à ce qui est dit, un frein qui pourrait être mis. Alors ce que tu dis là sur effectivement taxe compte titre, taxe plus-value, un des effets potentiels aussi, c'est que on touche à un capital qui est en mouvement. Hein, c'est des actions qu'on revend, c'est des investissements qu'on souhaite faire. Donc Bruno Coleman me disait aussi, là ça peut être un frein important pour l'entrepreneuriat. J'ai interrogé Peter Timmermans, le CEO de la FEB, qui me disait que c'était globalement une bonne nouvelle qu'il y ait un accord, mais
Taxe bancaire, c'est pas une bonne nouvelle. Alors on peut considérer aussi que c'est une forme de contribution des épaules les plus larges, ou en tout cas des grosses entreprises. Oui, sauf que ça va sans doute se répercuter sur les épargnants, c'est-à-dire nous. Et que par ailleurs, lui me disait, ça va aussi sans doute freiner les possibilités de crédit d'une certaine manière. C'est-à-dire que là, on est de nouveau dans ce qui permet d'investir dans l'économie et les entreprises. Il évoque aussi des mesures qui touchent à la marge tout ce qui est recherche et développement. Donc alors évidemment, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, hein, ça c'est clair, mais ce projet de budget là, il est sans doute, j'ai l'impression, peut-être un peu plus douloureux que les autres, ou en tout cas il touche à des choses qui pourraient être préjudiciables. C'est ça, et bien perceptible. Si on revient sur cette taxe, sur cette indexation plafonnée, il y a quelque chose qui est quand même passé largement inaperçu, mais c'est que les entreprises vont continuer à payer au-dessus du plafond de cette indexation pour moitié, mais cette moitié sera réversée à l'État et pas aux travailleurs. C'était un moindre mal, parce qu'au départ, rappelle-toi que dans les épures, ils pensaient que tout irait à l'État. Oui, tout ce qui était au-delà de ce plafond, effectivement. Mais donc là, et je pense que parmi les entreprises, tout le monde s'en est pas encore rendu compte, mais elles ne vont pas profiter pleinement de cette indexation plafonnée. Attention aussi quand même, et c'est ce que disait aussi Peter Timmermans, c'est qu'il y a beaucoup de réformes qui, grâce à cet accord du budget, ne vont pas être retardées. Quoi qu'on en dise sur ces réformes, oui, elles feront mal, mais elles permettent quand même de sauver notre État-providence, il ne faut pas l'oublier. La réforme des pensions, c'est que ça reste quand même une réforme pour sauver le système, avec la population qui est vieillissante, on a les droits dans le mur. Alors, elle vise à converger, on ne va pas revenir sur toute la réforme, mais bon, elle vise à converger les statuts entre fonctionnaires indépendants et salariés. Alors, les syndicats disent les fonctionnaires vont perdre beaucoup d'argent, mais ça sera quand même beaucoup plus progressif que ce qu'ils ne veulent bien le dire. Mais c'est vrai qu'il faudra s'adapter à une carrière plus longue, sinon les malus vont faire très mal. Ça, c'est quelque chose. Il y a eu aussi cette réforme pour remettre 100 000 malades de longue durée sur le marché de l'emploi. Alors là aussi, c'est plein de défis. C'est comme la réforme des allocations de chômage. Voilà, c'est bien d'annoncer un chiffre. Maintenant, il va falloir quand même matérialiser tout ça. Le ministre Van den Broek a mis une procédure en place. Donc voilà, il y aura des sanctions à la clé, des obligations pour les malades de longue durée. Ils devront montrer un certain parcours d'intégration. Les entreprises aussi vont être mises à contribution si elles ont un trop grand nombre de... Là aussi, on parle d'une taxe camouflée. Mais voilà, de malades de longue durée. Pour moi, voilà, c'est mon avis personnel, mais ça reste quand même un signal important de dire, OK, on allait vers les 600 000 malades de longue durée, il faut quand même se rendre compte, 600 000 malades sur 5 millions de travailleurs. Il fallait envoyer un signal comme pour le chômage de longue durée, de dire, OK, maintenant il faut montrer de la bonne volonté, et voilà. Ce qui est sûr, c'est que dans tout ce contexte-là, on parle peu de croissance, l'effet retour, on en parle moins. Mais on est quand même dans une équation, et on le sait, les réformes étaient là pour ça, et à mon avis, on n'est pas au bout du chemin. C'est que le but, c'est que d'abord on augmente le taux d'emploi jusqu'à ces fameux 80%, et essayer de faire en sorte que la machine économique belge tourne au-delà du pourcent de croissance maigrichonne qu'il y a pour le moment. Et c'est vrai que cet enjeu-là, il est important parce qu'il conditionne aussi la suite, c'est-à-dire qu'on est peut-être en droit de se demander aujourd'hui est-ce qu'il n'y aura pas encore des exercices comme ça chaque année. En fait, on parle d'un budget pluriannuel, c'est-à-dire qui garantit plus ou moins la législature, mais je te mets ma main au feu que l'année prochaine, on est reparti pour la même chose, quoi. Donc, et chaque fois, on ira un peu plus loin dans ce qui fait mal. Donc, enfin, voilà, il y a un budget, c'est déjà une bonne chose, parce que on pourrait parler d'une autre situation, où c'est nettement moins le cas. À Bruxelles, c'est toujours le souk, en fait. Donc là, il n'y a ni budget, ni gouvernement, il n'y a rien. Et alors, on ne va pas résumer tout, parce qu'on en a pour 3 heures, mais la dernière étape, c'est qu'après le retrait
du David Lester, le chef de file du MR. Georges-Louis Boucher a repris la main. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est compliqué avec le PS. Encore et toujours, c'est très compliqué. Il s'envoie des arrête de geindre comme une fillette et va te faire foutre Georges-Louis. Donc ça donne un peu l'ambiance dans la salle. Et donc cette possibilité-là est sans doute morte. Donc pourtant, on sait que le contexte est grave. Oui, c'est ça. Il y a d'abord une urgence, on le sait, budgétaire et financière. Hein. Belfius a non pas arrêté de prêter à la région, mais a coupé une ligne de crédit de 500 millions d'euros. Alors, ING, ça a un moment été annoncé qu'eux aussi coupaient une ligne de 500 millions d'euros. Ils ont dit non, on n'a pas encore pris de décision, mais en fait, c'était la parole du gouvernement sortant et du ministre du Budget qui s'attendait à ce que, si on additionne les 2 fois 500 millions, que la région perde de nouveau 1 milliard d'euros de recettes venant de ces deux banques-là. Surtout, ça envoie un terrible signal au marché de dire oh attention, ici, il y a les banques n'ont plus confiance. Voilà, et alors ça peut causer là une provocation en chaîne, et c'est pour ça qu'on parle de shutdown. Alors certains disent que oui, c'est une manière de faire une pression politique, mais ça a quand même été confirmé à bonne source que d'ici le mois d'avril, quand même, il pouvait avoir ce risque d'avoir difficile à payer certains fonctionnaires. Il faut quand même se rendre compte dans la situation dans laquelle on est. Pour revenir sur le politique, oui, entre le MR et le PS, c'est très compliqué. Ils ne savent plus se parler, Ahmed Laouej et Georges-Louis Boucher. Alors, on en revient à une situation où Georges-Louis Boucher veut garder la main, mais apparemment, il n'est plus vraiment très suivi. Donc, Ahmed Laouej va sans doute la prendre, avec la prudence et les guillemets. Voilà, alors, on sait qu'il a déjà tenté, en mai dernier, de créer une coalition avec Écolo et le PTB. Ceux-ci avaient poliment refusé. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est que le dilemme sera celui-là, en tout cas, si ça part sur cette coalition. Les engagés, que vont faire les engagés ? On sait en coulisses, toi et moi, que ça commence un petit peu à s'énerver, voire ça commence depuis longtemps. Sur la méthode, sur Georges-Louis Boucher, oui, il a une personnalité qui clive, bon ça tout le monde est au courant, mais c'est aussi sur la méthode qui est employée, et le constat que MR et PS ne savent plus se parler. Voilà, donc il y aura ça, puis il faudra régler le côté néerlandophone aussi, avec le triangle NVA, OpenVLD, CDNV. Il en faut 2 sur 3. À part si on va chercher la team Fouad Haïdar avec les conséquences. C'est vrai qu'Yvan Hoogstraat, qu'on avait rencontré tous les deux la semaine passée, nous disait que son exaspération à la fois par rapport au fait que 18 mois après les élections, on était toujours dans la même situation. Ce qui est hallucinant et effrayant, c'est les mots qu'il utilisait, et on peut qu'abonder dans son sens. C'est hallucinant et effrayant. Et je vois bien le jeu qu'Ahmed Laouej est en train de jouer, c'est-à-dire de se dire je suis le recours. Il a déjà laissé entendre qu'il serait possible de fonctionner au Parlement, qu'on pourrait à partir de là, un peu à la française, faire un projet de budget, voire plus si affinité, que il compte bien. Depuis le début, il y a un drôle de jeu, en fait, parce que le MR, effectivement, est extrêmement arrogant avec ses 30% et premier parti à Bruxelles et Boucher qui bombe le torse et qui n'est pas toujours très bienveillant à l'égard de ses partenaires potentiels. C'est ce qu'on nous disait aussi. Oui, c'est qu'à force d'insulter les gens, il y a un moment, c'est compliqué de les avoir autour de la table, quoi. Par ailleurs, on a un Ahmed Laouej qui est quand même un peu sournois, qui ne va pas vraiment dans le jeu, parce qu'il sait très bien que s'il laisse pourrir la situation, 1, le MR pourrait s'abîmer à Bruxelles, on a déjà vu dans le sondage que c'était le cas, et 2, que lui, il y a quand même une volonté de faire de Bruxelles une espèce de place forte de résistance contre les majorités au fédéral et en Wallonie. On a déjà vu que le PS refusait de parler dans toutes les langues à la NVA, ce qui est quand même un signe de cet état de fait. Donc, oui, après moi, selon moi, on est au-delà malheureusement de ces problèmes et de ces gesticulations politiques. Là, on est vraiment face à un gouffre. Est-ce qu'on va pouvoir payer tout le monde ? Je pense que certains partis vont commencer à devoir mettre de l'eau dans leur vin, et je pense que le MR a voulu prendre les manettes pendant plus d'1 an et demi, n'y est pas arrivé. Il doit faire ses conclusions par rapport à ça. Oui, sachant qu'il y a quand même une autre possibilité, c'est qu'il n'y a pas que Georges-Louis Boucher au MR, et qu'il y a maintenant une femme qui monte au sein de la régionale bruxelloise qui s'appelle Valentine Delwart, qui était la conseillère
de la présidence, mais déjà du temps de Charles Michel, qui a été chefine à Uccle et qui a une personnalité beaucoup plus lisse, j'allais dire, dans le sens positif du terme, c'est-à-dire qu'elle est plus accommodante, elle pourrait parler avec les gens. Donc il y a peut-être des possibilités, encore faut-il que les mâles alpha de la politique belge acceptent qu'on en passe par là. Mais c'est vrai que l'enjeu est fort, tu le dis, au niveau budgétaire. Pas oublier non plus que Bruxelles est la capitale de l'Europe, le siège de l'OTAN, un endroit important. Ça représente 25% des emplois dans la région. Donc on joue avec le feu pour le moment. Tout à fait. Et alors, juste pour terminer, c'est vrai qu'on a le sentiment qu'on est un peu à la croisée des chemins, à la fois au niveau belge et au niveau bruxellois, et que c'est pas anodin, c'est-à-dire que on est un peu en quête d'un projet, d'une vision pour ce pays. Bruno Coleman me disait, évidemment, comme beaucoup pensent, Bardo-Wever n'est peut-être pas celui qui va le faire, parce que pour lui, c'est un peu un projet par défaut. C'est-à-dire que la Belgique est une étape intermédiaire vers soit l'autonomie flamande, soit vers la fusion avec les Pays-Bas, comme on avait parlé dans un podcast récemment. Mais c'est vrai que dans tout ça, ce moment-là, à la fois ce budget un peu fait de briques et de broc quand même, et ce blocage bruxellois, on sent qu'on manque un peu de quelque chose qui nous ferait rêver. Alors les temps ne sont pas à faire rêver au niveau budgétaire, mais on a quand même besoin un peu de perspective et d'espoir. Et je trouve qu'on n'en a pas. Voilà, on fera un truc un peu plus brillant pour Noël, non ? Pourquoi pas ? On peut essayer de remettre un peu de joie dans les foyers. Les cœurs. Merci Baptiste. Merci Olivier. Ce podcast vous est offert par BMW. Découvrez le futur de la conduite avec la nouvelle BMW iX3.